Essayez de ne pas partir de le monde de la mode. Essayez de ne pas partir de le monde de la mode. Essayez de ne pas partir de le monde de la mode. Femme héroïne, femme héros, sous ta poitrine, le sang chaud. Reprends racine, descends de là-haut. Divine, deviens humaine de nouveau. Femme héroïne. Bonjour à tous et bienvenue sur Les Déroutantes. Aujourd'hui, je suis avec Larissa. Bonjour Larissa. Bonjour madame. Alors, Larissa vient du Brésil. Tu peux nous dire un petit peu ton parcours, d'où tu viens? Je sais pas tous les jours que je vais pouvoir interviewer des Brésiliennes, alors j'en profite. Non, bien sûr, merci. Oui, je suis brésilienne de Brasilia, en fait, la capitale. Mais j'habite en Europe depuis longtemps déjà. Je vais partir quand j'avais 15 ans pour l'Asie. D'accord. Et après, je suis venue en Europe. Donc, ça fait 13 ans déjà que j'ai parti du Brésil, mais j'y retourne assez souvent aussi. Tu es partie en Asie pour le travail Pour le travail, exactement. Alors, tu faisais quoi exactement avant? J'étais mannequin. D'accord. Ouais. Et je travaillais beaucoup en Corée, en Chine aussi. Et je commençais par là. D'accord. Ouais, donc tu as fait des grosses campagnes et t'étais mannequin défilé, mannequin tout genre. Enfin, je sais pas trop comment ça se passe ce métier-là personnellement. Donc, Non, oui, j'étais mannequin de commercial. D'accord. Aussi de télé aussi, mais j'avais fait beaucoup de publicité, beaucoup de défilés aussi. C'était quelque chose que tu avais toujours eu envie de faire ou on t'a croisé dans la rue et on t'a dit toi tu vas devenir mannequin? Comment ça s'est passé? Non, en fait, j'avais envie de faire un peu le cinéma. D'accord. J'étais très intéressée par le théâtre. D'accord. Aussi. J'avais commencé par le théâtre quand j'étais plus petit et déjà à Minas Gerais, à l'intérieur, j'ai essayé d'échapper un peu de la réalité que je vivais. D'accord. J'étais avec mes parents dans une petite ville à l'intérieur du Brésil. Et je me sentais pas très à l'aise, je sentais que ça ne m'appartenait pas. J'avais du mal à me faire comprendre par les gens aussi. Et je trouve que pour que ce soit aussi un petit village, non, leur vision du monde c'était un peu différent de la mienne. Tu avais un petit peu une envie entre guillemets, de rêve américain à l'époque? Ah oui, un peu ça aussi. J'étais déjà dans l'école américaine aussi à Brasilia. D'accord aussi. Exactement, j'avais changé pour une école catholique. Ouais. Et ça, c'était un changement énorme pour moi aussi par rapport à la vision du monde qui on a. Donc, on avait des cours de religion, par exemple. Et je me disais, ok, on va apprendre la religion catholique pendant combien de temps? Ils m'ont regardé en disant, mais attends, tu veux apprendre quoi? J'avais dit non, du bouddhisme, hindouisme, il y a plusieurs religions que je suis intéressée, que j'aimerais bien connaître. Et pour eux, c'était très. Tu as toujours bizarre. été de nature curieuse? Oui, c'est ça aussi. Ok. Et donc après ça, tu as vécu du mannequinat pendant combien d'années? Plus ou moins 13 ans. Ah oui, donc vraiment c'est quand même un grand parcours de vie. Hein. Oui, c'est un grand parcours de vie. Et donc, tout d'un coup, transformation, changement, qu'est-ce qui se passe dans ta tête Oui, bon, j'avais exactement essayé de ne pas partir du monde de la mode parce que j'avais envie de me reconnecter dans une autre manière. J'ai trouvé que le système des modes en train de... Ouais, le concept de beauté et les valeurs qu'on met aussi étaient un peu pas d'accord avec le mien non plus. Donc j'avais cherché de trouver des expériences ailleurs. J'avais fini mon master aussi en développement durable. D'accord. Et jusqu'avant, j'avais parti au Brésil pour une rencontre des indigènes. D'accord. Aussi. Tu as toujours été dès l'enfance proche de la nature? Super proche de la nature aussi. Heureusement, mes parents ils ont aussi cette connexion avec la terre et avec la nature depuis toujours. D'accord. Donc j'ai eu l'opportunité d'être proche de la nature depuis petit. Et ça me manque toujours aussi quand je suis dehors du Brésil spécialement. Je cherche toujours d'aller vers la nature. Et même quand tu vivais cette période de mannequinat où c'est quand même on s'entend que c'est quand même un monde qui est beaucoup plus bling bling, les paillettes, etc. Tu devais avoir du coup un manque énorme en termes de nature où tu devais limite te sentir presque déconnecté de ce que tu vivais et de ce qu'il y avait dans ton cœur. Oui, tout à fait. C'est de là la césure, enfin la coupure.
Exactement. D'accord. Parce qu'en fait, j'étais déjà détachée de la nature par rapport à la ville qui en vivait. Ouais. Je me souviens en Chine que j'ai pris 40 jours pour voir le soleil à cause de la pollution. Ça m'a fait un mal au cœur énorme. Là, j'avais compris la différence que le soleil fait dans nos vies. Dans nos vies, ouais. Ouais. Ah oui, j'imagine. Et comme brésilienne, déjà, j'étais pas habituée à ça. Après, à 5 ans en Allemagne, j'étais un peu plus habituée Ah oui. à pas voir le soleil tous les jours. Mais ça prend un moment aussi. Ah ouais, non mais c'est sûr, c'est vrai que j'imagine, ayant vécu un peu dans les îles à un moment dans ma vie, c'est vrai que enfin, aujourd'hui vivre d'une autre manière, c'est presque limite inconcevable, donc c'est vrai que ça doit être vraiment pas facile en tant que brésilienne quand vraiment t'as grandi là-bas. T'es partie à quel âge? J'avais 14 ans. À 14 ans quand même, t'es partie jeune. Hein. Jeune, ouais. D'accord. C'était pas dur la césure avec de partir de tes parents En fait, j'étais super enthousiaste. D'accord. Ouais, pour partir, pour l'expérience, pour aller dans un pays qui je connaissais pas du tout la culture, ni dans un endroit absolument différent du Brésil aussi, de la culture que je connaissais. Et donc ensuite de ça, donc tu décides d'arrêter de Medina. Ouais. Et ouais. Je me suis retournée à les études et avec ça, en cherchant à trouver des solutions par l'eau, en fait ça a commencé avec l'eau, le sujet d'eau. Et je ne trouvais pas une manière de lier le côté humain, Oui. de comment vraiment pouvoir avoir des changements et comprendre plus sur l'élément aussi, pour qu'on puisse avoir une relation plus saine. Et je me suis trouvée dans cette rencontre indigène au Brésil, à Bahia. Il y en avait des leaders indigènes déjà de Pérou, du Mexique, des États-Unis, de la Colombie, et, de l'Argentine aussi, et dans plusieurs régions du Brésil. d'accord. Et ça durait plus ou moins une semaine. Et on parlait beaucoup sur le sujet de la Terre, de qu'est-ce qui se passe au monde et qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour être acteur et dans le changement. Non? Et pas dire toujours non, il y a le gouvernement qui est responsable, non, on a des populations Oui, qui sont prendre nos responsables. responsabilités aussi, et puis Exactement. d'accord. À nous-mêmes, genre, comment est-ce que nous, comme individus, on peut vraiment réussir à faire le changement. Et la première chose que j'écoutais de chacun des leaders indigènes, c'était que l'eau, c'était le plus grand problème qu'ils avaient. D'accord. Déjà, ou par rapport à la distribution, la contamination, Bien sûr. et par la nature aussi, des poissons et tout ça, contaminés à cause de différents rapports industriels dans les régions. Et comme ils sont les gens qui sont vraiment en contact avec de la nature directe, dans la base et la source de nos rivières, et comment on dit en français, le nascent, le spring, water springs. Oui, l'eau naturelle qui. Oui. Où l'eau elle pousse aussi, tu vois, genre d'où elle est née. Je sais pas le mot. Ouais, l'eau de source. L'eau de source. Voilà, ça y est. Exactement. Donc ils sont à côté de l'eau de source déjà, et ils peuvent déjà regarder beaucoup plus les effets qu'il y en a sur la Terre par rapport à les pratiques des entreprises, mais à notre pratique aussi par rapport à qu'est-ce qu'on consomme. Donc là, j'avais vraiment trouvé un lien de l'eau et le côté humain. Donc j'étais intéressée par ça et je me suis submergée dans cette expérience. Donc là, tu as vraiment vécu pendant pas mal de temps donc avec des indigènes différents, des tribus différentes, des chamans différents aussi. Et donc dans le côté développement durable, dans le côté protection aussi des tribus, j'imagine, et puis de tout ce savoir ancestral, quoi. C'est ça? Exactement. D'accord. Alors, comme vous le savez maintenant, les déroutantes, on a un petit truc, c'est qu'on ne veut pas trop que les vidéos soient trop longues. Si vous n'avez pas envie d'écouter, vous avez le droit. Mais si vous avez envie d'écouter davantage, du coup, on va continuer toutes les deux pour un podcast. Mais du coup, j'ai juste deux petites questions encore avant de finir. Pour toi, c'est quoi une déroutante? Une déroutante? Oui. Tu comprends le mot, parce que je sais que tu parles merveilleusement bien français. Mais non. Mais
Tu veux dire de quelqu'un qui commence à faire... Est-ce que tu connais la signification d'une déroutante vraiment? Non. Non, une déroutante, c'est une fille, une personne qui est un petit peu ou folle ou ci ou ça. Et c'est vrai que, pas folle nécessairement, mais qui peut entreprendre des choses un peu spéciales, qui peut... Et donc, est-ce que toi, tu aurais ta propre définition, du coup, de ce que c'est pour toi, aujourd'hui, dans cette société, d'une déroutante? Ta propre définition? Oui, bon, je pense que c'est quelqu'un qui a le courage d'avoir l'authenticité, de s'exprimer, non? De pouvoir avoir l'envie et déjà d'essayer de le partager avec les autres. Ces idées à toi qui font partie, pas qu'à toi, mais genre au collectif aussi, qui peut aider les autres. D'accord, c'est top. Et est-ce que tu aurais juste un petit conseil pour les personnes qui nous regardent? T'as quand même changé de vie radicalement, alors que t'avais quand même un métier dont plein de gens, j'imagine, pourraient rêver, une vie certaine, même financière, etc. Et tu as quand même changé de vie du tout au tout, donc tu as su battre tes démons un petit peu et puis ne pas avoir peur et y aller. Donc est-ce que tu aurais un conseil pour les gens qui nous regarderaient, s'ils ont envie de lâcher, de changer de vie, ça serait quoi le conseil? S'ils ont envie de suivre leur cœur, etc., ça serait quoi pour toi le conseil à leur donner? Bon, le conseil de Larissa. Oui, déjà, le plus important, c'est d'écouter son cœur, d'écouter à soi-même, de pouvoir comprendre qu'est-ce qui fait bouger à notre âme, sinon qu'est-ce qui fait bouger notre esprit, qu'est-ce qui te rend vraiment content, qu'est-ce qui fait briller tes yeux. Déjà, si tu trouves ça, je pense qu'il faut vraiment le garder dans la main avec beaucoup de tendresse et laisser d'espace pour que ça puisse pousser vraiment et grandir. Et je pense qu'à partir de ça, avoir une manière de gagner la vie et faire d'argent, tout ça, ça va devenir en conséquence aussi. Donc il faut plutôt avoir vraiment la confiance et, en soi, mais aussi à l'univers qui, si on est d'accord et aligné vraiment avec l'univers et nos intentions qui viennent de nos cœurs, pour qu'on puisse vraiment faire de bien, pas qu'à nous-mêmes, mais à les gens autour de nous, et avoir un rapport positif aussi, qui les porte à s'ouvrir, que les chemins vont vraiment commencer à s'ouvrir aussi. Je pense je sens que le plus important, c'est de faire confiance en soi et à l'univers aussi. We are one, c'est ça qu'on dit. Hein. Ouais. Merci beaucoup Larissa, c'était un plaisir de partager ce moment et puis j'ai déjà très hâte de connaître un petit peu la suite. Donc écoutez, j'espère que ça vous aura plu et puis n'hésitez pas donc à écouter la suite en podcast. Je vous dis à très bientôt. Bye. Merci.